Il y a des sujets qui sont tellement grands et légendaires qu'on a peur de s'y frotter. La vidéo du jour est l'un de ceux-là, car tout ou presque a déjà été dit sur cette attraction disparue de Disneyland Paris. Pourtant, cette série n'aurait pas lieu d'être sans évoquer Space Mountain de la Terre à la Lune. Alors, bonjour à tous, amoureux du passé et chasseurs du vintage de Disneyland Paris, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à une attraction fermée de Disneyland Paris. Aujourd'hui, je m'attaque au mastodonte Space Mountain dans sa version originale, qui vient d'ailleurs de fêter ses 25 ans. J'ai longtemps repoussé le sujet, il est temps de s'y mettre. Et j'aime autant vous prévenir, côté émotion, on est sur du lourd aujourd'hui. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney, et au-delà de cette chaîne Disney sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland, où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney, mais également sur Instagram, pour parler de Disney+, de Disney et de plein d'autres choses. Space Mountain de la Terre à la Lune. J'ai évoqué cette attraction dès la première vidéo de cette série, et encore récemment quand je vous ai parlé de Chérie, j'ai rétréci le public. On ne le dira jamais assez. Discoveryland a énormément évolué depuis l'ouverture de Disneyland Paris en 1992. Parfois pour le mieux, et parfois non. Et puis il y a ces icônes, auxquelles il est toujours très compliqué de toucher. Celles qui font ou faisaient la signature du land et qui lui ont donné son identité première. La version imaginée par les Imagineers d'Euro Disney. Alors oui, Space Mountain de la Terre à la Lune ne faisait pas partie du parc Disneyland à son ouverture en 1992. C'est vrai. On dit que les Imagineers lui ont préféré Autopia. Pourquoi pas après tout ? Pourtant, même si la star de Discoveryland n'ouvrit ses portes à Disneyland Paris que le 31 mai 1995, elle a toujours été sur les plans et concepts du parc Disneyland. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Space Mountain de la Terre à la Lune, et promis, je vais essayer de ne rien oublier. Space Mountain est un classique des parcs Disney à travers le monde. Imaginé par Walt Disney dès les années 60, Space Mountain est une attraction de type montagne russe aujourd'hui présente à Magic Kingdom, à Disneyland, à Tokyo Disneyland, à Hong Kong Disneyland, et bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, au parc Disneyland de Disneyland Paris. Cependant, la version européenne de Space Mountain est bien différente de ses alter-ego américains et asiatiques, et pas juste esthétiquement. En effet, chez nous, Space Mountain possède un parcours beaucoup plus sensationnel, composé de vrilles, d'inversions et de descentes impressionnantes, là où les autres ne proposent que quelques descentes et virages serrés. La version parisienne est également la version au parcours le plus long et à la plus grande vitesse, avec un pic à plus de 75 km/h, là où ses homologues ne dépassent pas les 52 km/h. Comme quoi, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ceci étant dit, revenons aux origines de Space Mountain de la Terre à la Lune. Ce qui est aujourd'hui l'une des attractions les plus regrettées des fans de Disneyland Paris n'était finalement qu'une version low cost du projet Discovery Mountain. Low cost ? Sérieusement ? Littéralement. Alors avant de vous enflammer, laissez-moi m'expliquer. Discovery Mountain était un projet titanesque imaginé par Tim Delaney, alors en charge de la direction artistique de Discoveryland. Ce projet ambitieux, qui n'a donc jamais vu le jour, aurait donné à Discoveryland une dimension incroyable et aurait doublé son offre attraction. Discovery Mountain aurait dû être une montagne de 100 mètres de diamètre, composée d'une attraction à sensations fortes, inspirée du roman de Jules Verne De la Terre à la Lune, d'un lagon, inspiré des 20 000 lieues sous les mers, comprenant le Nautilus et un restaurant marin, d'une attraction de type chute libre, comme la Tour de la Terreur en fait, et enfin d'une version de l'attraction Horizon, présentée à Epcot à la même époque, qui était un dark ride donnant aux visiteurs une vision du futur. L'ensemble du complexe avait été imaginé pour être relié à plusieurs autres attractions de Discoveryland grâce à des passerelles en verre, faisant du land un endroit à l'abri du climat parisien. Voilà pour les grandes lignes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Discovery Mountain, dites-le moi en commentaire et j'y reviendrai prochainement dans une vidéo spéciale. La suite, on la connaît tous. Des débuts laborieux pour Euro Disney, entraînant des coupes budgétaires. Les projets de nouvelles attractions pour Disneyland Paris furent reportés, souvent oubliés ou tout simplement relocalisés. De Discovery Mountain, seule l'attraction à sensations fortes inspirée du roman De la Terre à la Lune et le Nautilus furent conservés. Tout le reste sera plus tard exploité à Tokyo DisneySea. Quant aux passerelles, les portes d'accès, prévues dès la construction du parc Disneyland, elles sont devenues de simples fenêtres de bureau à l'étage de Vidéopolis. La taille de la montagne fut également réduite, presque de moitié. Le dôme fut repensé, mais le thème fut conservé. Et enfin, le nom fut changé,
un peu à la dernière minute d'ailleurs, expliquant que les lettres DM de Discovery Mountain puissent encore être aperçues aujourd'hui à Discoveryland. Bref, une partie de Discovery Mountain fut sauvée et Space Mountain de la Terre à la Lune était née. La construction de Space Mountain démarra dès 1993, soit moins d'un an après l'ouverture de Disneyland Paris. Le dôme imposant de la montagne arborait une allure bien différente de ses pairs américains et japonais. En France, Space Mountain est à l'image du land dans lequel il s'inscrit, rétro-futuriste. Avec sa structure de cuivre patiné, ses rivets, son immense canon surplombant la montagne, ses poutres d'acier bleu, le look de Space Mountain de la Terre à la Lune est unique et iconique. L'attraction fut inaugurée le 31 mai 1995, avec une soirée d'ouverture exceptionnelle qui n'a rien à envier aux événements presse d'aujourd'hui. De nombreux stars des années 90 avaient fait le déplacement et Disneyland Paris avait même invité l'un des 2 hommes ayant vraiment marché sur la Lune, Buzz Aldrin. Pas mal pour une version low cost de Discovery Mountain. Petit aparté musical. Si vous avez vu toutes mes vidéos précédentes sur les attractions disparues de Disneyland Paris, et en particulier celle de Discoveryland, vous savez que les bandes originales de celles-ci étaient toutes cultes et inoubliables. Space Mountain de la Terre à la Lune n'échappe pas à cette règle, car sa bande originale demeure encore aujourd'hui l'une des plus belles ayant jamais résonné à Disneyland Paris. Composée par Steve Bromson, la musique de Space Mountain de la Terre à la Lune faisait comme toujours à Disneyland Paris entièrement partie de l'expérience. D'ailleurs, pour la première fois dans un parc Disney, en plus d'être propre à chaque véhicule, celle-ci était synchronisée avec le parcours de l'attraction. Elle était découpée en 4 morceaux, déclenchés au passage des véhicules sur des capteurs infrarouges placés sur les rails, participant ainsi à l'immersion totale du visiteur dans l'univers victorien de Space Mountain de la Terre à la Lune. Et pour synchroniser tout ça, les Imagineers ont dû embarquer et tester la synchronisation de l'attraction plus de 50 fois. Revenons sur l'expérience en elle-même. Celle-ci était très différente de ce que vous vivez actuellement avec Hyperspace Mountain. À l'époque, l'accès au train pour la Lune se faisait par une file d'attente unique dont l'entrée était surmontée d'une arche arborant fièrement le logo Space Mountain. Les Imagineers avaient d'ailleurs eu le souci du détail avec cette petite lune entourée d'un des trains de l'attraction. Et la nuit, les canons, situés de part et d'autre de l'arche, éclairaient d'ailleurs cette lune animée. Après être passés devant le poster géant de l'attraction, bourré de détails, cela dit en passant, les visiteurs longeaient alors le canon de la montagne et profitaient de nombreux effets spéciaux dès la file d'attente. À l'époque, le canon était vitré, offrant aux futurs voyageurs une jolie vue sur les trains prêts à s'élancer dans l'espace. À chaque lancement, un énorme boom retentissait dans tout Discoveryland pendant que les trains étaient propulsés à travers la fumée du canon. Canon qui reculait d'ailleurs. Tous ces éléments participaient largement à faire monter la pression des visiteurs et rendaient l'expérience encore plus exceptionnelle. Ceux-ci traversaient ensuite un couloir vitré avec vue sur les trains traversant l'une des machines évoquées dans le roman de Jules Verne, puis sur l'électro des Vélocitors, avant de monter un escalier menant à une petite salle ronde au plafond étoilé. De là, ils rejoignaient une autre salle, du Baltimore Gun Club, où ils pouvaient découvrir un immense croquis du canon de la Columbiad, ainsi qu'une carte de constellation dont certaines coordonnées correspondaient au nom et date de naissance des Imagineers de Space Mountain. Ils arrivaient ensuite sur le quai d'embarquement, alors décoré de grands drapeaux français, avant de s'installer dans l'un des véhicules, prêt à être catapulté dans l'espace à plus de 75 km/h. Une fois projetés, les visiteurs parcouraient l'espace traversant un champ de météorites, puis la machine de la Blue Moon Mining Company visible depuis la file d'attente, et quelques secondes et sensations fortes plus tard, la Lune s'offrait alors à eux, tout sourire. Venait alors le moment de retourner sur Terre, avec la plus grosse descente du parcours. Les visiteurs étaient freinés à leur arrivée par le spectaculaire électro des Vélocitors de Jules Verne, puis invités à débarquer. Space Mountain avait, comme toutes les attractions à sensations fortes, une taille minimum requise. Pour les visiteurs trop petits, ou pas assez courageux, pour embarquer, Team Delaney avait imaginé une galerie d'observation. Car Space Mountain n'était pas juste un parcours dans le noir qui secouait dans tous les sens, c'était aussi un spectacle visuel. La voie stellaire était une plateforme d'observation vitrée, depuis laquelle tous les visiteurs pouvaient regarder le balai des trains dans l'espace et la fameuse traînée lumineuse verte laissée par ceux-ci avec toujours la musique de Steve Bromson pour un moment encore plus immersif. À l'époque, les météorites et décors étaient éclairés en lumière noire, et des petits rayons rouges traversaient aussi parfois le dôme, comme des étoiles filantes. C'était superbe. Cette voie stellaire était accessible par tous depuis la gauche de Space Mountain, au sommet des escaliers de l'actuelle entrée Fastpass.
Space Mountain de la Terre à la Lune fut un succès immédiat à Disneyland Paris et sauva littéralement le parc à son ouverture. Disneyland Paris avait d'ailleurs tout donné pour cette dernière carte avec une médiatisation et une stratégie marketing colossale pour promouvoir sa dernière attraction. Partenariats, spots télé, reportages, merchandising, devenu collector d'ailleurs, allant du pins au monospace, tout avait été pensé pour que personne ne passe à côté de l'événement. L'attraction demeura très populaire, année après année. Pourtant, la Lune s'éteignit le 17 janvier 2005 pour laisser place à la supernova de Mission 2 quelques mois plus tard. On dit que ce choix fut purement marketing, fait pour rebooster la destination alors en grande difficulté après l'ouverture des Walt Disney Studios en 2002. On dit aussi que même Imagineering a admis que ce choix fut une erreur. Les fans et visiteurs ne s'y trompèrent d'ailleurs pas et ne cessent depuis de demander le retour de la Lune à Discoveryland. De 1995 à 2005, Space Mountain de la Terre à la Lune connut cependant de nombreux spans et couacs, et au fil du temps, quelques effets ne furent jamais restaurés. Parmi les plus regrettés, le recul et toute l'animation du canon, tels que les rouages ou la fumée. Ce qui me mène à la fameuse question: que reste-t-il aujourd'hui de Space Mountain de la Terre à la Lune à Disneyland Paris? Si les fans espèrent encore voir la version originale revenir à Disneyland Paris, les traces de Space Mountain de la Terre à la Lune se font très rares aujourd'hui à Discoveryland. Mais il y en a. Évidemment, le bâtiment est toujours là. Les rails et le quai d'embarquement n'ont pas changé. Seuls quelques petits changements de déco ont été opérés au fil des évolutions du thème sans complètement disparaître. La cohérence? Alors ça. La voie stellaire, devenue accessible uniquement via la file Fastpass à partir de 2000, fut définitivement obstruée lors du passage à Mission 2 en 2005. Elle n'a plus jamais rouvert. De même pour le couloir avec vue sur l'intérieur du dôme au début de la file d'attente. Les vitres furent remplacées en 2005 par des murs et des posters de Supernova. En parlant de vitres, celles situées à la base du canon ont quant à elles été supprimées en 2004, lors de la dernière grosse réhabilitation avant Mission 2. Les trains, quant à eux, ont longtemps résisté au temps, malgré le changement de thème, mais disparurent juste avant les 25 ans de Disneyland Paris. Les météorites, cependant, sont toujours là, cachés derrière les écrans que vous voyez actuellement dans Hyperspace Mountain. Quant à l'électro des Velocitor, il n'a pas bougé, il est juste éteint. Enfin, certains effets du canon, comme la fumée ou l'ouverture de la trappe, sont juste à l'arrêt, ne s'inscrivant pas dans la storyline de Hyperspace Mountain. Ah, et j'ai failli oublier, Lightspeed Photography, à la sortie de l'attraction, arbore encore aujourd'hui son logo et ses couleurs d'origine. Quant au boom retentissant du canon, il a malheureusement été désactivé suite à des plaintes de visiteurs. Dernier détail, de la version Space Mountain de la Terre à la Lune, vous trouverez aussi un rappel sur la fresque sculptée de constellations à l'entrée de Discoveryland. Vous voyez cette petite fusée là? C'est comme ça que Jules Verne imaginait sa fusée, allant de la Terre à la Lune. Et voilà, notre voyage dans le temps, et l'espace pour le coup, touche à sa fin. J'espère encore une fois que celui-ci vous a plu, et que les plus grands fans de cette attraction cultissime de Disneyland Paris auront apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez en voir et en savoir encore davantage sur la naissance de Space Mountain de la Terre à la Lune, je vous invite à regarder l'excellent reportage Shoot for the Moon des années 90 et les quelques vidéos que je vous mets en barre d'infos. Comme d'habitude, si vous avez eu la chance d'embarquer dans cette toute première version de Space Mountain avant 2005, n'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire et à me dire si cette version vous manque. Dites-moi aussi quelle est votre version de Space Mountain préférée à Disneyland Paris. Est-ce que c'est de la Terre à la Lune? Est-ce que c'est Mission 2? Est-ce que c'est Hyperspace Mountain? On a tous des affinités différentes, donc j'ai hâte de lire vos souvenirs. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce en l'air, c'est important, et ça me fait super plaisir. Surtout, s'il y a une attraction ou un lieu disparu de Disneyland Paris, en particulier que vous avez envie de voir prochainement dans cette série, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire aussi. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreux à suivre cette série. Bienvenue à tous les nouveaux, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye.